Thank you, Mr. Director, for giving me the Excellences, Messieurs les ambassadeurs, les représentants des organisations internationales, Monsieur le secrétaire exécutif du CERDO Dollar, éditeur et préface de l'ouvrage en dédicace, chers collègues panélistes, cher auteur, M. Boiteau, cher auditoire, au titre, grand respect. Je voudrais, d'entrée de jeu, dire merci au professeur Charles Victor pour m'avoir associé à cet événement, à cette cérémonie de dédicace, à ces agapes intellectuelles, j'allais dire. Évidemment, il n'est pas facile de prendre la parole après d'aussi brillants intervenants. Je ne vais donc pas revenir sur le fond du document. L'auteur et le professeur Gondi qui en a fait la lecture, tableau de lecture tout à l'heure, en ont suffisamment parlé. Alors, aucun se poserait la question, qu'est-ce que moi je vais ajouter? Et merci au professeur de m'avoir tracé la route, parce que je voulais vous dire que j'allais sortir un peu des sentiers battus, n'est-ce pas, d'une dédicace, pour interroger l'Afrique, pour mener une réflexion à haute voix avec vous sur le sort de l'Afrique. Après avoir lu cette lettre, comme les autres orateurs, je félicite évidemment l'auteur. Sur certains points, je suis entièrement d'accord avec lui. Sur d'autres, nous pourrons discuter. Et c'est ça justement ça qui vaut son pesant d'or à une cérémonie comme celle-ci. Mesdames et messieurs, chers auditoires, autant pour moi, je crois que le professeur Gondi m'a tracé la voie et je vais m'y engouffrer tout de suite, sans fioriture. Au rang des problématiques qui ont alimenté et continuent de meubler des réflexions sur l'Afrique, figure celle de la pauvreté, du sous-développement et du retard du continent par rapport aux autres entités du monde. Se pose par conséquent la question longtemps débattue par les chercheurs africains et non africains, on le dit, à savoir quelle est la place de l'Afrique dans le système international. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Je paierai les droits d'auteur. Quels sont les malaises du continent africain? Et comment sortir de cette détache? C'est la question à laquelle se sont déjà penchés d'éminents intellectuels et hommes politiques du continent et d'ailleurs. C'est dire que le sujet abordé par l'auteur, M. Benoît Boiteau, intitulé L'Afrique confisquée ou de l'urgence d'une contre-conférence de Berlin, n'est pas nouveau dans l'univers scientifique. Faut le dire. Cette réflexion s'inscrit dans le sillage d'autres publications parues plus tôt à la veille ou au lendemain des indépendances africaines. Et parmi les auteurs ayant largement abordé cette problématique, nous pouvons citer Boutros Ghali, Edem Kodjo, René Dumont, Jean Ziegler, Marie-France Motin, Jacques Gilly,
Pierre Jallet, Timor Mène, Cheikh Antadio, Maurice Canto et Jean-Emmanuel Ponty, Eleki Ambokolo, Samir Amin, Laurent Zan et Guive. Sûrement j'en oublie. Je crois qu'il y a également mon cher ami et collègue, professeur Antoula, qui est là présent, qui, directeur du GREPS, n'est-ce pas, aborde ces problèmes quotidiennement. Et je vois également un mien camarade, directeur général, Éric Essoussé, qui également est auteur, n'est-ce pas, d'un livre très intéressant en relation internationale. C'est pour vous dire que le sujet n'est pas nouveau. Et lorsque j'ai suivi l'auteur tout à l'heure, ça m'a rappelé longtemps recours que j'ai fait à mes étudiants en master sur l'Afrique dans les relations internationales. Alors, si le sujet abordé par l'auteur transcende les générations, aussi bien coloniales que post-coloniales, la réalité est là. L'Afrique est malade. Elle est à la traîne. Elle est mal partie, comme dirait quelqu'un. Elle est étranglée. Elle est désemparée. Et pour certains, elle est au banc des accusés. Quelles sont donc les causes de ce malaise? L'auteur donne quelques-unes dans son livre, je ne reviens pas là-dessus. Mais d'une manière générale, sachez que les points de vue sont partagés entre les partisans de l'externalité des causes et les défenseur de la thèse de l'endogénéité. Si l'auteur de l'ouvrage, objet de la présente rencontre, a le mérite d'avoir actualisé le débat, peut-être en veilleuse, sur l'impact de la conférence de Berlin, il manque toutefois de souligner que cette rencontre entre les puissances européennes, et je remercie l'orateur qui m'a précédé, il a précisé, n'a pas partagé l'Afrique en tant que telle. Sur le plan historique, nous soyons clairs. Elle a édicté les règles et les principes qui aboutiront au partage de l'Afrique. Ce n'est pas la conférence qui a partagé l'Afrique. Et ceci a duré jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Qui plus est, à la lecture de l'ouvrage, le lecteur que je suis fut frappé par une sorte d'incongruence entre le titre qui rappelle le débat de la place de l'Afrique dans les relations internationales et son contenu qui se focalise quant à lui sur la dynamique panafricaine enclenchée par la diaspora de souche africaine depuis les années 1900. Première conférence panafricaine. En passant par 1945, la 5e conférence panafricaine de Manchester, qui voit pour la première fois la présence des Africains, des élites africaines en Europe, assister à ces conférences. 1955, la conférence de Bandung, qui fait, n'est-ce pas, le mouvement des dons alignés. Mais 1963, c'est le compromis d'Addis Abeba entre les thèses du groupe dit de Casablanca et celle du groupe dit de Monde, entre une Afrique une, indivisible, déconnectée de l'Europe, c'est Casablanca, et une Afrique qui doit évoluer, n'est-ce pas, en partenariat avec l'Occident, le groupe dit de Monde. Nous citerons également l'année 2000 à Lomé, qui voit la mue de l'Organisation de l'Unité africaine en Union africaine. Ce qui est déjà visible dans les écrits des auteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est ça que je disais que sur ce plan,
le livre ou l'historien que je suis n'apporte pas grand-chose. Mais c'est bon. Pour ceux qui ne le savent pas, de se ressourcer. C'est pour ça que j'ai félicité l'auteur tout à l'heure. Mais revenons à la conférence. 138 ans après la conférence de Berlin, s'il n'est pas faux d'attribuer une certaine responsabilité historique à la dite conférence, n'est-il pas un peu exagéré de continuer à coller le sort actuel du continent à Berlin? En vérité, l'impérialisme colonial n'est pas une exclusivité pour l'Afrique. Par contre, le colonialisme, l'esclavage. Ne serait-il pas mieux, je vous ai dit que j'allais réfléchir à haute voix avec vous, ne serait-il pas mieux de se pencher sur les facteurs endogènes? Et je remercie l'orateur qui m'a précédé à cette tribune. Ne serait-il pas mieux, disais-je, de se pencher sur les facteurs endogènes, les pesanteurs internes qui paralysent le continent, transformant ainsi tout processus de développement au fameux mythe de Sisyphe. L'échec patent de nombreux plans ou programmes de développement pensés par les Africains eux-mêmes ou proposés par leurs partenaires extérieurs n'incombe-t-il pas finalement aux Africains d'abord, qui font ainsi montre de légèreté dans la conception et la mise en œuvre des dits projets et programmes? En fait, si l'Afrique est confisquée, ce n'est pas toujours et surtout le fait de l'autre. Manchester, j'ai cité 47, Bandung 55, Addis Abeba 63, le plan d'action de Lagos, traité d'Abuja créant la CEA, Lomé création de l'Union africaine, sont-ce pas là autant de contre-conférences de Berlin? Mais quels sont les résultats? Est-ce toujours la faute à Berlin? Faut-il encore le rappeler à vous, chers auteurs, grands diplomates, et à vous, mes chers collègues, grands internationalistes, que la reine internationale n'est pas le jardin et seul le rapport de force et de puissance guide le jeu international. Il ne faut pas le perdre de vue. Je voudrais vous donner un exemple, c'était général, on l'a dit, au Parlement panafricain. Et à l'époque, le président sud-africain, Thabo Mbeki, vient faire un discours sur la renaissance africaine. Je le dis parce que ça garde toute son actualité. Et le président actuel du Niger, le président Bazoum, alors membre du Parlement panafricain, contre toute attente, va prendre la parole pour dire, écoutez, cessez vos génialités. Oui, l'Égypte fut une grande civilisation, c'est bien. Mais aujourd'hui, nous n'allons pas continuer à pleurer parce que l'Égypte fut une grande civilisation. Il s'agit de voir maintenant ce que l'Afrique peut faire pour revenir. N'appelez pas me déranger avec la Renaissance basée sur, n'est-ce pas, le passé. C'est bien. Et il ajouta, votre histoire me rappelle la tragédie grecque, où les dieux, sous les impôts humains, venaient se moquer des hommes. Et on a comme l'impression que nous assistons à la même tragédie aujourd'hui. L'Afrique et les Africains ont intérêt à intégrer la réelle politique dans leur agenda au moment des négociations avec leurs partenaires extérieurs. Les relations internationales, sans rejeter la morale la plus élémentaire, sont essentiellement guidées par une politique de puissance et de domination. Il faut que nous le sachions.
Arrêtons de pleurnicher, arrêtons de pleurer, arrêtons de jeter l'opprobre sur les autres. Dans ses rapports avec ses partenaires extérieurs, l'Afrique doit construire sa puissance, gage de sa survie et de sa sécurité, et non se plaire à se plaindre en permanence. Il faut changer de logiciel, comme disent les jeunes employés. Et changer de logiciel, c'est quoi? C'est mettre l'accent sur l'éducation des Africains. C'est mettre l'accent sur le travail bien fait. Le culte de l'effort et non de la facilité. La solidarité entre les Africains. Voilà les seuls leviers d'ascension. Sinon les autres, ceux que nous prétendons être nos amis, vont perpétuer la domination. Parce que eux, ils savent que l'esprit de Berlin est permanent. Si l'Afrique est confisquée, à vrai dire, c'est la faute à nous-mêmes. Puisque la puissance et le pouvoir ne se donnent pas, ils ne s'ouvrent pas comme un cadeau. C'est pourquoi la vraie indépendance, selon moi, est économique. Et l'Afrique en a les potentiels. Mon prédécesseur l'a dit tout à l'heure, nous en aurons quelques statistiques. Je n'insisterai guère plus là-dessus. Alors, pour conclure, je dirais à l'Afrique de se faire respecter et de renverser la tendance. Elle en a les moyens, elle en a les capacités, elle en a les potentiels. La marginalisation est un construit, la puissance l'est aussi. Mais le sous-développement n'est pas une fatalité dont nous pouvons briser. C'est là. Nous pouvons renverser la vapeur. Démerliniser, nous avons eu le temps de le faire. Mais qu'avons-nous fait de toutes ces révolutions lors des sommets de l'Union africaine? La charte sur la démocratie, nous l'avons adoptée, les chefs d'État africains l'ont adoptée. Mais je voudrais vous dire que le Libéria, qui fut le premier pays à ratifier cette charte de démocratie, quelques mois plus tard, opérait un coup d'État. C'est encore Berlin. Je suivais l'autre jour les élections du président du Parlement panafricain, mais grand a été ma surprise d'entendre un haut responsable de l'Union africaine dire c'est vrai que la loi veut que ce soit comme ça, mais appliquer quand même la rotation, même comme c'est pas là. C'est dangereux. Ça, c'est nous-mêmes. La loi veut que, et le Parlement panafricain a voté cette résolution, que la présidence du Parlement soit rotative. Et le Parlement ne légifère pas, ce sont les chefs d'État qui légifèrent pour le moment. C'était en 2007. En 2014, les chefs d'État ont voté une déclaration et ont validé cette rotation. Mais le protocole qui crée le Parlement est clair. Pour qu'un modificatif soit mis en application, il faut que les 2/3 des membres aient ratifié le modificatif. Or, depuis 2014, les chefs d'État eux-mêmes ont adopté ce modificatif. Mais 8 ans plus tard, il y a à peine 3 à 4 parlements nationaux qui ont ratifié. La faute à Berlin,
Pourtant, chaque année, il y a des Berlin qui se tiennent, c'est-à-dire l'Assemblée, la conférence des chefs d'État et du gouvernement. Donc, mesdames et messieurs, je voudrais dire, une fois de plus, félicitations à l'auteur, parce qu'il a réveillé un débat qui existe. Il a repris l'histoire du mouvement africain. Parce que, Guadeloupe, vous savez, je suis d'accord avec vous lorsque vous proposez la formation d'un gouvernement d'union des États-Unis d'Afrique. Dans votre historique, vous savez, vous me citez le Oumar et Mohamed V. Mais savez-vous que en 2007, à la conférence des chefs d'État et de gouvernement qui se tenait à Accra au Ghana, parce qu'Accra fêtait ses 50 ans d'indépendance, un an avant, on avait demandé à tous les organismes de l'Union africaine de mener une réflexion sur le gouvernement de l'Union. Savez-vous la résolution qui est sortie d'Accra? Moi-même qui vous parle, secrétaire général du Parlement panafricain, on m'a confié des équipes de chercheurs universitaires. Et pendant 10 jours, nous avons réfléchi pour donner la position du Parlement. Mais lorsque nous arrivons à Accra, la résolution qui est sortie sur ce point à l'ordre du jour des chefs d'État, c'était de nous renvoyer à nos chères études pour aller à nouveau réfléchir sur les concepts. Voilà. C'est là-bas qu'il faut déberner. C'est là-bas dans ces réunions, ces conférences des chefs d'État, qu'il faut déberner. Donc, félicitations pour le travail accompli. Je ne suis pas l'éditeur pour faire la promotion du livre, mais il serait intéressant, effectivement, de l'avoir dans votre bibliothèque. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Thank you for your time.